Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Société. Une émission cette semaine, comme vous pouvez le constater sur ces images et comme vous en avez l'habitude, enregistrée ici en plein cœur du salon Habitat et Bois à Épinal qui se tient jusqu'à ce lundi 19 septembre au centre des congrès. Notre équipe technique que je remercie a installé ce plateau sur le stand de la structure interprofessionnelle FIBois Grand Est que je remercie également et plus particulièrement David Rosenfarb. Format long cette semaine, 52 minutes en deux parties pour évoquer les grandes actus du moment de la filière bois et de la construction. Il y a bien sûr l'adaptation et la régénération des forêts après des épisodes de sécheresse et des incendies, comme ce fut le cas cet été, un inédit qui s'annonce l'être de moins en moins. Il y a également évidemment la flambée des prix et notamment celui des pellets. Nos premiers invités pour parler de tout ça, Pascal Tribolo, bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur à l'ENSTIB d'Épinal, l'ENSTIB également Université de Lorraine. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Julien Pierrat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la SCAB, la Société coopérative des artisans du bois. Autrement dit, sur les camions, on voit de plus en plus Artipol, les camions Artipol qui se baladent un peu partout sur notre département. Jérôme Martinez, bonjour. Bonjour. Un ancien de la FIBois Grand Est. Tout à fait. Et désormais chargé de développement de la marque Bois de France. Tout à fait. Bois de France, un nouveau label autour de la forêt et du bois. Vous allez nous détailler tout cela dans quelques instants. Et Jean-Luc Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte à Épinal, auteur de nombreux projets, bâtiments collectifs ou maisons individuelles que l'on peut voir sur le territoire d'Épinal, mais un peu partout sur le département. Bien évidemment, on va parler avec vous de principes constructifs. Ça sera surtout dans une seconde partie d'émission. Allez, ces remerciements aussi toujours de nouveau pour l'équipe technique d'avoir installé ce plateau ici et puis pour la FIBois de nous accueillir, ça fait pas de mal. Pascal Tribolo, pardon, ça commence bien. Nous baignons plus que jamais dans un contexte aux multiples incertitudes, je l'ai dit en introduction. Alors, incertitudes environnementales, incertitudes économiques, incertitudes sociales et sociétales. J'ai vraiment fait très large. Vous défendez le bois depuis des années comme un matériau, comme j'ai envie de dire une valeur refuge à même de répondre justement en partie à toutes ces problématiques environnementales, sociétales. Oui, une valeur refuge, sûrement pas. Je pense que, sûrement pas. Bien mieux que ça, plus exactement. Le bois, c'est incontestablement un des éléments de réponse aux problèmes qui sont les problèmes non seulement des Vosges, du Grand Est, de la France, de l'Europe, mais de la planète tout entière. Alors, pourquoi c'est un matériau qui est devenu stratégique ? C'est un matériau qui est stratégique parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, les ressources fossiles, que ce soit en matériaux ou en énergie, sont en train, toutes sans exception, de présenter leur finitude sur un espace là encore fini qui est la planète. Donc à force de creuser et de pomper, pour faire simple, un jour ou l'autre, on arrive au fond du trou. Donc il va falloir trouver des solutions, d'autant plus que la demande ne cesse d'augmenter. Il y a toujours un chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a sur Terre, sur la planète, qui est un espace fini, 227 000 nouveaux consommateurs par jour, entre les gens qui naissent et les gens qui meurent. Et quand j'insiste sur le terme consommateur, c'est parce qu'il fut un temps, et au risque d'être un peu violent, il fut un temps où les gens qui étaient pauvres ne le savaient pas. Aujourd'hui, ils le savent parce que les connexions Internet se sont généralisées partout et chacun aspire à un niveau, une qualité de vie qui soit la même partout. Donc pour répondre à ça, compte tenu du fait que le marché, qui n'est pas un mot sale, ne va cesser d'augmenter encore pour un moment, il faut apporter des réponses en termes de matériaux et d'énergie. Il est évident qu'un matériau comme le bois, qui est à la fois un matériau de construction, mais aussi une énergie, mais aussi une ressource très prometteuse dans un certain nombre de filières qu'on est en train de découvrir, je pense entre autres à la chimie du bois en substitution à la chimie du pétrole, c'est incontestablement le matériau qui va permettre de trouver, je l'espère, une solution pour que notre monde soit possible. Jérôme Martinez, j'ajouterais, c'est pas votre cœur de métier, mais le bois, c'est aussi un lieu de vie. J'ai parlé d'enjeux et d'ambition sociétale. On sait qu'il y a énormément de travail à ce sujet aussi. Évidemment, la forêt en France, depuis très longtemps, et c'est inscrit dans le code forestier, elle apporte trois éléments à la société. Elle apporte le bois, donc une partie plutôt économique. Elle apporte de l'écologie, de l'environnement, parce que c'est un milieu naturel. Et elle apporte évidemment du social. C'est un milieu dans lequel on travaille et c'est un milieu dans lequel on va se balader le week-end ou en semaine, dans lequel on a des vrais loisirs. Voilà. Donc oui, il y a un aspect sociétal important. On parlera très rapidement un peu plus tard dans l'émission des éventuels conflits d'usage de la forêt et de la ressource bois. Jean-Luc Gérard,
Vous sentez très globalement cette envie de bois, évidemment, qui se poursuit, alors qui se maintient et qui se développe? Oui, c'est une évolution constante. C'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, on construisait déjà en bois, mais il y a bien avant également. Mais c'est vrai que les consciences et les techniques, et ici régionalement, l'école l'ENSTIB a fait en sorte que les Vosges ont une petite avance, on va dire. Et École des ingénieurs, des techniques autour du bois, si je fais simple, à Épinal, bien évidemment. Et qui sait accueillir des architectes aussi. Donc, qui sait créer le mélange, justement, architecte et ingénieur. Donc, cette envie du bois, oui. C'est sûr que concrètement, on est toujours confronté à des sujets de prix, de compétition entre d'autres matériaux, mais on sent une évolution très nette, très constante et surtout exponentielle. Et on va se détailler cela sur les principes constructifs avec vous. Julien Pierrat, allez, je finis mon premier petit tour de table avec vous. Le bois, matériau de construction, vous le sentez progresser? Vous le voyez progresser? Oui, on le voit progresser, effectivement. La coopérative, ça fait 15 ans, quasiment 15 ans qu'on est aujourd'hui créé sur le département. On a vu une évolution très importante des bois séchés, tout ce qui est matériaux de construction, KVH essentiellement, par rapport à du bois massif qu'on avait l'habitude de trouver sur les chantiers avant. Et pour autant, Jean-Luc Gérard, on en parlera tout à l'heure, le bois massif revient peut-être. On ne va pas se détailler tout cela tout de suite, mais dans quelques instants. Pascal Triboulot, quel est l'état de la forêt aujourd'hui? Alors, vous avez parlé au niveau mondial, vous avez parlé au niveau national, mais allez, chez nous, sur la région Grand Est, il y a quelques éléments qui vous tiennent à cœur de répéter, notamment en termes de récolte de bois. Oui, bon, la forêt Grand Est, elle est à la limite particulière. Elle est déjà particulière à travers ce qui est la propriété forestière, puisque c'est la seule grande région de France où la forêt est prioritairement publique par rapport à la propriété privée. Donc on a plus de forêts publiques que de forêts privées dans le Grand Est. Pardon, ça fait des années que je dis c'est le cas sur le département, mais c'est le cas sur la région? Globalement sur le Grand Est, absolument. Ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est à la fois bien, et puis ça peut être un handicap, c'est une forêt qui est majoritairement constituée de feuillus. Il faut en avoir conscience. Je dis et je répète sans cesse que, vu depuis Paris, le symbole du Grand Est, c'est le sapin des Vosges, mais il vaudrait mieux prendre les chênes de la forêt de Darney, ou, par exemple, qui sont largement plus présents. Donc ça, c'est une caractéristique. Alors c'est un avantage parce qu'on a une forêt qui est très, très, très variée, mais dans la construction, principalement, il suffit de lever la tête, on utilise principalement du résineux, donc ça explique un certain nombre de dysfonctionnements sur lesquels on reviendra peut-être. L'autre élément qui caractérise la filière du Grand Est, c'est incontestablement une forêt de production, puisque le critère de production de la forêt dans le Grand Est, c'est 7,4, si mes souvenirs sont bons, mètres cubes par hectare et par an, alors que la moyenne nationale est autour de 5-6 ou quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est une deuxième donnée. La deuxième donnée, c'est que... Quid de sa croissance? Alors, on a une croissance en accroissement biologique qui est de l'ordre de 14 millions de mètres cubes, et on en récolte 8 millions de mètres cubes, en intégrant la mortalité. Donc, on est à un taux de prélèvement par rapport à l'accroissement biologique qui est de l'ordre, comme partout d'ailleurs en France, de l'ordre de 60%. Donc, on n'attaque pas le capital. Donc non, aujourd'hui, la forêt, et particulièrement la forêt du Grand Est, n'est pas surexploitée. Non, absolument pas. Il faut le dire avec force, on n'est pas dans un niveau de surexploitation. 60% de taux de prélèvement sur ce qui est l'accroissement biologique annuel, naturel, ça handicape pas le capital et ça ne fait en sorte qu'une chose, c'est que le capital augmente chaque année. Donc ça, c'est une réalité. Par contre, on a été confronté dans l'Est de manière générale, que ce soit dans le Grand Est ou en Bourgogne-Franche-Comté, à la crise des scolytes dont on parlera peut-être et qui a tout de même apporté un dysfonctionnement majeur dans ce que sont nos forêts aujourd'hui. Alors il y a les scolytes et puis il y a aussi le dépérissement naturel dû à la sécheresse. Oui, enfin, l'élément majeur, c'est les épicéas, c'est la crise des scolytes. Ensuite, on a évidemment, lié à la sécheresse, lié au changement climatique, des problèmes avec le sapin. On commence à en avoir, ils sont assez marqués avec le hêtre. On sait parfaitement de toute manière que les hêtres vont migrer vers le nord et vont migrer en altitude.
c'est normal. Pas normal, mais c'est lié à la réalité de ce que sont les changements climatiques. Et puis quelques inquiétudes également sur le chêne. Mais tout le monde de la forêt aujourd'hui est inquiet. Il est optimiste mais inquiet. Hein, et personne n'a de certitude par rapport à la manière dont elle va évoluer. Denis Dagneau disait hier quelque chose de très vrai. On n'est pas dans une crise, on est dans un changement profond qui de toute manière va durer. Donc il est clair que la forêt du Grand Est, la forêt des Vosges, dans 50 ans, dans un siècle, elle ne ressemblera vraisemblablement plus du tout à celle qu'elle est aujourd'hui. Jérôme Martinez, justement, elle ressemblera à quoi notre forêt du Grand Est, notre forêt vosgienne dans 30 ans, dans 50 ans? Comme l'a dit Pascal, le hêtre, par exemple, qui est une essence très présente dans le Grand Est, on en aura sûrement un petit peu moins, parce que ça aura migré un peu vers le nord, ça aura migré un petit peu en altitude. On aura des essences un peu plus résistantes à la chaleur, au sol sec, aux étés secs, comme des chênes sessiles, des choses comme ça qui vont se développer. Parce que dans les chênes, il y a plusieurs chênes. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de chênes pédonculés, il y aura peut-être plus de chênes sessiles qui est un peu plus résistant. Voilà, on aura une forêt qui va un petit peu évoluer, en effet. Ouais. Mais comme on l'a dit en introduction de cette émission, le bois aujourd'hui, dans ce contexte d'éco-responsabilité tous azimuts, c'est la matière, je vais dire, reine. Alors, il y en a d'autres qui progressent, évidemment, mais voilà, en termes de, rappelons évidemment l'intérêt en termes d'économie décarbonée du bois. C'est toute la dualité du moment. On parle beaucoup de la problématique de la forêt, mais en même temps, on attend beaucoup de la forêt parce que justement, on attend beaucoup du matériau bois qui est issu de cette forêt pour décarboner notre économie et notamment le bâtiment. Dans le bâtiment, aujourd'hui, c'est un secteur fort émissif en émissions de carbone. Donc, on a besoin de décarboner ce secteur-là. On a la RE 2020 qui nous oblige maintenant à réduire nos émissions carbone sur le sujet. Réglementation environnementale 2020, voilà, c'est ça, avec des paliers. Alors 2020 et puis des paliers 2023, c'est ça, 2023, 2025, 2028, et qui nous oblige à réduire nos émissions de carbone. C'est la stratégie nationale bas carbone, hein, pour qu'en 2050, on ait une société zéro carbone. Et donc, ça incite tous les constructeurs à utiliser de plus en plus de bois, qui du coup va permettre de stocker du carbone, parce que tout le CO2 absorbé par l'arbre durant sa croissance le carbone se retrouve dans le bois et est stocké dans le bâtiment pendant 50, 100 ans, toute la durée de vie du bâtiment. Jean-Luc Gérard, c'est un argument ça que vous présentent vos prescripteurs, vos clients pour dire voilà, moi j'aimerais bien construire et tant qu'à faire j'aimerais bien construire en bois parce que j'ai cette éco-responsabilité à présenter à mes clients, à mes partenaires, à mes financeurs? Alors, parmi les clients, il y a d'abord les clients publics. Et les clients publics veulent une exemplarité. On parle de communes, on parle de communautés de communes, on parle du département, des services de l'État. Si je prends l'exemple ou de la maison du vélo ou du bâtiment, chambre d'agriculture ONF, il y avait la volonté déjà d'introduire des bois locaux qu'on a cités là, c'est-à-dire du sapin, du chêne, du hêtre. Alors on connaît dans la construction le vieil adage du feuillu debout, du résineux couché. On l'a appliqué dans notre bâtiment. On a mis des poteaux de hêtre, des poutres en sapin. Et c'est vrai qu'un architecte sans une volonté forte d'un maître d'ouvrage, c'est-à-dire du client, on ne peut pas grand-chose. Et là déjà, le client avait fait tout un travail avec une volonté. Et après on a discuté, on a mis au point ça. Ceci étant, les bases du débat étant posées et surtout des ambitions autour du bois étant posées, Julien Pierrat, est-ce que vous êtes donc entre guillemets un marchand, un intermédiaire de ce matériau bois, j'ai envie de dire, quelle que soit la forme entre les menuiseries et les artisans donc, qui sont adhérents de chez vous, la SCAB, la Société coopérative des artisans du bois. Ceci étant dit, est-ce que vous trouvez aujourd'hui tous les produits que les artisans souhaitent pour les différents usages du bâtiment? Impossible de les lister, il y en a pléthore. Mais voilà, quel est le contexte aujourd'hui de ce marché du matériau bois? Alors, le marché du matériau bois, je dirais en 2022, est beaucoup plus simple que ce qu'on a pu connaître en 2021 ou 2020 avec la période Covid, hein, puisqu'on avait une rareté du produit par rapport à la demande. Que ce soit nationale, européenne ou mondiale, hein, parce que les volumes ont malheureusement été
de l'autre côté de l'Atlantique ou autre, hein, puisqu'on parlait de l'Amérique, on parlait de la Chine, etc. Je dirais aujourd'hui, ça se recentre, hein, c'est-à-dire que les industriels se sont mis en ordre de marche pour pallier ça. Après, la demande extérieure est moindre, hein, donc la disponibilité est beaucoup plus présente. On a eu un peu un effet pervers en tant que distributeur, puisque la rareté du produit faisait qu'on avait la crainte de ne pas pouvoir alimenter les chantiers. Donc je pense que beaucoup d'entreprises ont stocké ou surstocké. Et après, on a eu un effondrement des tarifs qui se sont pratiqués déjà en septembre l'année dernière, à la rentrée, tout simplement parce que les industriels se sont retrouvés avec des stocks importants. Alors, c'est là où on a du mal à comprendre, je pense qu'on abordera le sujet tarif tout à l'heure, mais c'est là où on a du mal à comprendre les variations importantes des tarifs bois. Aujourd'hui, septembre 2022, la disponibilité est là, le marché tarif est revenu, je dirais pas quasiment à la normale, mais on n'en est pas loin. Et on voit que les industriels ont du stock à libérer. Et quelques entreprises scieries ont besoin aussi de trouver du sillage. Alors, l'état, les volumes du marché, effectivement, on sait que c'est très compliqué, on va essayer de l'aborder, mais on va être pris par le temps, je le crains. On parle de bois, on parle de forêt, on parle de matières premières. Jérôme Martinez, quid de ce label sur lequel vous travaillez, le label Bois de France? Alors, pardon, on va expliciter des choses. Il y a déjà plusieurs labels qui existent. Allez, le fameux label que tous les téléspectateurs connaissent, le label PEFC. Alors, c'est un label Bois de France et du coup, c'est très complémentaire à PEFC. PEFC, c'est la gestion durable de la forêt. Donc ça, à la limite, j'allais dire, c'est la base aujourd'hui quand on veut consommer du bois. C'est évidemment de consommer un bois qui est issu de forêt gérée durablement parce que c'est ce qui va nous permettre d'être sûr qu'on aura toujours du bois, on aura toujours de la forêt. Donc ça, de toute façon, PEFC, c'est important, c'est la base. Est-ce que c'est généralisé partout aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a quand même une grosse partie de l'industrie, une très 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 grande majorité de l'industrie qui est en effet certifiée PEFC et une très grande majorité du bois qu'on consomme. Donc là, ce n'est plus un problème. Non, mais juste signaler par rapport à ce qui est dit, c'est que la région Grand Est est la première région en matière de certification forestière. En termes de volume, en termes de surface, voilà, simplement pour le préciser. Okay. Donc on est aussi sur ce critère-là une région exemplaire. Allez, Bois de France, très rapidement. Et Bois de France, c'est complémentaire en fait. C'est un petit peu comme le consommer local sur vos fruits et légumes. Bois de France, c'est ce que vous n'avez pas jusqu'à maintenant quand vous allez acheter du bois chez Leroy Merlin, chez Castorama ou même ailleurs. Vous ne savez pas d'où vient le bois. Ça n'existe pas du tout. Et bien aujourd'hui, ça n'existait pas, en tout cas au niveau national. Et donc c'est un label qui garantit un bois issu de forêt française et transformé en France. Et c'est important, cette double garantie. Je le répète à chaque fois que j'explique Bois de France, mais c'est vraiment ça. Parce que quand on parle uniquement de bois français, on l'a vu dans d'autres émissions, des parquets en chêne français, mais pas du tout transformés en France, transformés à l'autre bout de la planète, donc c'est pas cohérent. Et quand on parle uniquement de Made in France sur le bois, on peut avoir des produits Made in France sans bois français dedans. C'est dommage, quand on a une forêt française importante, comme l'a présenté Pascal. Donc les deux critères sont importants et c'est ce qu'apporte le label Bois de France. Donc j'encourage tous les consommateurs dorénavant, dès que les produits, parce que c'est très récent, alors il y a encore peu de produits visibles, mais dès que les produits seront visibles dans les magasins, d'aller vers les produits labellisés Bois de France. Combien d'entreprises aujourd'hui adhérentes 130. 130. Voilà. Ça évolue chaque semaine. Ok. Hop, je ramasse ma petite feuille, pardon. Pascal Triboulot, par rapport à l'importance de ces labels, voilà, on est dans cette problématique. On va voir quelques images de ce que j'ai dit en introduction, à savoir un incendie d'importance sur notre département. C'était dans la forêt de la Mortagne. C'était le plus gros incendie jamais vu dans les Vosges. On est sur cette problématique de régénération et pourquoi pas évidemment la régénération durable, ça va sans dire, mais c'est compliqué. Quelles essences, comment, sous quel délai est-ce que vous allez... vous n'êtes pas l'ONF, vous n'êtes pas le propriétaire de cette forêt, mais vous suivez évidemment l'actu autour de cette parcelle, par exemple. Il y a deux parties dans ce que vous avez évoqué. On va se focaliser sur les conséquences des incendies et la nécessaire remise en place d'une forêt qui soit, quand le temps sera venu, qui soit capable de répondre à ces multifonctionnalités. Il y a deux approches possibles. D'aucuns pensent que la nature s'est toujours débrouillée toute seule et qu'elle saura faire, même s'il y a eu un incendie. C'est une manière de voir les choses.
Ceci dit, quand je reviens à mon intervention... Est-ce que c'est la manière de voir les choses ou pas? Pour moi, non. Je pense que la régénération naturelle, il ne s'agit absolument pas de la bannir, mais il faut la compléter parce que les besoins en bois, de toute manière, seront conséquents et ne vont cesser d'augmenter par d'autres approches qui permettent de garantir que l'on aura le bois dont on a besoin pour faire en sorte que les humains puissent continuer à vivre. Donc là, on aborde l'aspect lié à la plantation ou la replantation. Aujourd'hui, on a bien conscience que ce qu'on va remettre en place, c'est pas du tout, on va pas refaire l'erreur, par exemple, de faire des plantations uniquement en épicéa en plaine. On a vu que ça marchait pas. Tout bien aligné, bien proprement. Mais qu'il soit aligné ou pas, c'est pas le souci. Mais le souci, c'est que mettre uniquement des épicéas en plaine, c'est voué à l'échec. La démonstration a été faite. Personne, n'importe quel forestier sensé, ne reconduira cette expérience-là. Par contre, chaque forestier aujourd'hui s'interroge sur ce qu'il faut remettre en place. Alors, on peut faire confiance à la nature et se dire que les essences, de toute manière, migrent naturellement, les essences du sud migrent naturellement vers le nord, puisque ça se réchauffe. Alors, on peut faire confiance à la migration naturelle. Il faut savoir qu'une essence, elle migre à la vitesse de 250 mètres naturellement, de 250 mètres par an. À travers le vent qui disperse les graines, à travers les petits oiseaux qui vont faire leurs besoins ici et là. Voilà, 250 mètres par an. On n'a pas vraiment le temps d'attendre. Avant que le pin laricio de Corse arrive dans les Vosges, à coût de 250 mètres par an, vous avez bien conscience que ça va prendre du temps. Et puis pendant ce temps-là, ça ne va pas régler nos affaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Pascal Triboulot ? C'est de prendre les graines ou les plants de pin laricio de Corse, de leur faire prendre le train, ça va plus vite. Et puis on a gagné du temps. Et c'est ce qui va permettre, je prends cet exemple. Quelle autre essence, très succinctement? Ce qui a été situé tout à l'heure dans les espèces de chênes, il y en a toute une variété. Et puis évidemment, ça va changer. Je ne dis pas qu'on va avoir du chêne vert ici, mais c'est évident. Il y a des essais qui sont faits également sur des essences globalement qui sont des essences méditerranéennes ou des essences du Sud. C'est certain, mais on va pas s'acharner à continuer de penser qu'on va pouvoir faire pousser du hêtre ou du sapin ou de l'épicéa dans les régions qui sont les nôtres. Dernière question. Globalement, des essences du Sud qu'on va amener. Il va falloir tester parce qu'il n'y a aucune certitude sur tout ça. Mais il va falloir essayer de cette manière-là. Et l'ONF, en partenariat parfois bien sûr, avec les propriétaires privés, évidemment, suit tout cela de près, expérimente tout cela de près depuis quelques années. Très succinctement, parce qu'on arrive déjà au terme de la première partie de cette émission. Julien Pierrat, les prescripteurs, les clients qui achètent du bois pour les charpentiers, les menuisiers, etc., ils vont pouvoir utiliser ces nouvelles essences qu'ils vont trouver chez vous dans votre catalogue ? Et comment ? Je veux dire, c'est un petit changement d'habitude, de travail. Si la matière première change, tout change. Ou pas ? Oui, je crois que c'est à nous aussi de proposer. Je veux dire, en tant que distributeur, en tant que de l'intérêt de la filière bois, je crois qu'il faut qu'on soit aussi, force de proposition. Voilà, force de proposition. Il faut qu'on explique le pourquoi du comment. On parlait des bois secs tout à l'heure. C'est quelque chose qui est monté à fur et à mesure. Et aujourd'hui, un charpentier qui met du bois sec en œuvre gagne du temps, a de la meilleure rentabilité. Voilà, donc un bois scié non séché, aujourd'hui, c'est quasiment plus d'actualité. Donc je crois que le fait de communiquer, le fait de démontrer le pourquoi du comment, les tenants, les aboutissants, bien sûr, les métiers vont évoluer vers de nouveaux matériaux. Allez, Julien Pierrat, merci beaucoup. On arrive déjà au terme de cette première édition, cette première partie, pardon. Ça passe très très vite. Jérôme Martinez, Julien Pierrat, je vous remercie d'avoir participé à cette première partie. Merci. Pascal Triboulot, Jean-Luc Gérard, vous restez avec moi. On se retrouve dans quelques instants après la diffusion d'un de nos programmes. À tout de suite.